Est-ce que c'est bien d'être digital nomade au Japon? Est-ce que ça coûte cher? Est-ce que les infrastructures sont adaptées? En fait, on se pose rarement ces questions parce que le Japon n'est pas la destination favorite des digital nomades, considéré souvent comme l'un des pires pays pour ce mode de vie. Et c'est pas totalement faux. Mais il y a des nuances. Et vu que je viens d'y passer un an, je vous propose de faire un petit tour pour découvrir si ce pays est vraiment le pire pour les digital nomades. Ouais, c'est un peu un prétexte ton truc hein, pour parler du Japon parce que tu parles de tech normalement. Alors oui, un peu, j'avoue, j'avais surtout envie de parler du Japon. Mais bon, digital nomade, la tech, il y a un lien, non? Ouais. Enfin, moi je crois que j'ai jamais rencontré de personne qui se disait tiens, et si je devenais digital nomade à Tokyo quoi? Bah ouais, mais justement, c'est un peu ça la question. Pourquoi ce serait moins sympa que d'aller à Bali, Bangkok ou Da Nang par exemple? J'ai envie de savoir. Bah, peut-être parce qu'à la base, il faut rappeler ce que c'est qu'un digital nomade. Parce que l'idée d'origine, c'était de dire on va bosser dans un pays pas cher tout en gardant un bon salaire qui vient d'ailleurs. Oui, et bah, donc tout de suite tu comprends le problème. Autant il y a plein de gens qui comprennent l'intérêt de bosser avec un salaire français quand tu vis au Vietnam, autant le faire au Japon, ça paraît un peu con quoi. Attends, je suis curieux de savoir. Tu as parlé des enjeux éthiques, écologiques et économiques hein, du digital nomadisme. Parce que quitte à faire une vidéo qui parle de ça, ce serait peut-être pas mal, non? Ouais, alors, non, c'est vrai que ça mériterait. Bon, peut-être une autre fois, hein, si ça intéresse les gens, mais là, moi, en vrai, j'avais surtout envie de parler du Japon. Ouais, en fait t'es un truand, quoi. Bon, déjà, avant d'aller plus loin, est-ce que c'est facile de venir au Japon? Parce que ça va un peu conditionner les sujets d'après. Si c'est pas facile de venir, on va pas se poser vraiment la question du nomadisme. Et le Japon, bah, c'est pas un pays traditionnellement ouvert à l'immigration, hein, c'est un pays sur lequel il a fallu attendre pas mal de siècles pour qu'ils ouvrent leurs frontières. Bon, enfin, ouvrir leurs frontières. C'est pas genre d'un coup ils se sont dit tiens, et si on ouvrait les frontières? Ils ont pas fait ça comme ça. T'as un amiral américain qui s'est pointé en 1854 avec des navires de guerre et un petit message de paix genre il faudrait que le Japon soit ouvert au commerce international pour maintenir la paix dans le monde. Ouais, comme quoi, ils ont jamais trop changé de méthode, quoi. Enfin, je dis ça, je dis rien. We need Greenland for national security and even international security. Non mais vas-y, enchaîne, hein, l'écoute pas l'historien. Le Japon, c'est pas non plus la Corée du Nord, il y a quand même pas mal de visas pour venir ici. Alors effectivement, si on est digital nomade, au sens le plus simple du terme, hein, et qu'on vient juste bosser ici un mois ou deux, bah, c'est pas vraiment un problème, et on peut utiliser le visa tourisme classique qui dure 90 jours. Ouais, attention, hein, précise, quand tu parles de bosser, il s'agit de travailler ici pour un client, genre que tu as déjà en France, avec ta boîte déjà en France. Il s'agit pas de bosser au Japon pour un employeur japonais. Ça, c'est pas autorisé, tu vas te retrouver avec des gens qui vont te contacter, tu vas pas comprendre pourquoi. Hein. Ouais, ça s'appelle visa tourisme, merci Captain Obvious. Je peux continuer? Après, vous avez aussi le PVT, donc le visa vacances-travail. Si vous ne connaissez pas, c'est un visa super intéressant qui permet de rester dans tout un tas de pays pendant un an, et même d'y travailler. Ouais, je te rappelle que c'est réservé aux moins de 31 ans, hein, donc t'as un peu dépassé la date de péremption. Bon, moi oui, c'est vrai, mais en même temps, je ne représente pas le profil type des digital nomades, qui eux sont plutôt jeunes pour le coup en général. Voilà, sinon ils ont aussi un visage digital nomade, hein, c'est quand même un des rares pays où en avoir un, donc on peut saluer la tentative. Bon, enfin attends, soyons honnêtes, c'est un peu nul comme visa. C'est limité pour 6 mois, ça demande de cramer genre 4 forêts de sapin avec tout le papier nécessaire pour faire le dossier. Franchement, autant rester 3 mois en visa de tourisme, c'est beaucoup moins prise de tête quoi. Bon, sinon il y a aussi les visas start-up. Oui, donc pas vraiment adaptés aux digital nomades. Ouais, ok. Bon, il y a aussi le visa étudiant quand même, donc faut le noter, ça permet sans limite d'âge cette fois-ci de venir ici un an pour par exemple apprendre le japonais. Pas mal? Ah bah ouais, parfait. Si t'as envie de te taper 6 heures de japonais par jour et de bosser la nuit pour ton vrai taf de freelance, vas-y, hein, fais-toi plaisir. Bon, je te rappelle aussi que tu pourrais être le papa de quasiment tous les étudiants sur place, donc ça va te faire bizarre. Hein. Ouais, ok. Oui, il a pas tort, mais il y a aussi des visas de travail classiques, non? Ouais, mais dans ce cas, bon, c'est moi qui vais un peu être le rabat-joie, mais il faut trouver une boîte qui t'embauche. C'est super dur à trouver hein, depuis l'étranger. Il va falloir parler japonais dans la grande majorité du temps. Donc c'est pas mission facile, quoi. Ouais, puis bon, on parlait de digital nomade au début. Alors, ok, c'est un prétexte, mais bon, au bout d'un moment, parler des CDI au Japon, ça dérive quand même un peu loin, quoi. Ouais, enfin, digital nomade, ça veut pas forcément dire séjour court. Hein. Il y a des gens, ils s'installent dans un pays, ils y restent des années. Et d'ailleurs là-dessus, il y a un bon plan, et ça s'appelle le portage salarial. C'est quoi ça? Bah, l'idée de la boîte de portage, c'est qu'en fait, tu vas être salarié ici, mais la boîte de portage elle va refacturer ton salaire à ta boîte, à toi, en France. Donc c'est plutôt pas mal, parce que ça te permet d'avoir un visa de travail, mais en même temps, alors c'est un coût, hein, c'est entre 200 et 700 € par mois. Bah, bon, c'est plutôt pratique quoi, comme solution. Et si je me trompe pas, sur le coût mensuel pour ça, il faut aussi ajouter le coût pour faire le dossier de demande de visa, qui est souvent délégué à une boîte d'avocats. Ça coûte environ 1000 €, hein. Je me trompe pas. Mais voilà, c'est exactement ça. Bon, enfin bon, c'est bien beau tout ça, mais on a quand même toujours pas abordé le sujet, quoi. C'est pas donné le Japon. Donc si on compare au Vietnam ou à Bali,
ça reste quand même un peu le critère numéro 1 pour la plupart des gens, quoi. Alors oui, t'as raison, on va parler de ça, mais quand même avant, on va rappeler un petit truc. Le coût de la vie, c'est assez personnel, c'est subjectif. Quel est le niveau de confort qu'on souhaite? Est-ce qu'on a des enfants? Est-ce qu'on est en couple? Quel est le niveau d'accès qu'on souhaite avoir à la culture? Et enfin bref, il y a plein de trucs, et on n'a pas tous les mêmes besoins. Oh, déjà, avec cette intro, on sent venir la douille. Non mais donc l'idée c'est quoi? C'est si t'es prêt à loger dans un hôtel capsule et à bouffer des cup noodles, c'est bon, tout passe? Oh, t'exagères toujours, hein, c'est pas aussi noir, quoi. Ok, bah allez-y, hein, commençons. On commence par le logement, peut-être. Ouais, bah ok, on va commencer par là. Alors, effectivement, sans surprise, le logement, c'est le plus gros poste. Alors, à Tokyo, par exemple... Non mais attends, déjà Tokyo, quoi. Tokyo, c'est cher, c'est vrai. Bon, enfin, t'es gentil, mais c'est là qu'on vit, hein, je te rappelle. Il n'y a que 2 villes au Japon, de toute façon, avec une école française, donc si t'as des enfants, bah c'est obligatoire. Et c'est aussi là que vit peut-être un quart de la population du Japon, donc tu vas pas faire ton difficile, et on va parler de Tokyo, quoi. Ok, mais on parlera d'une autre ville après, parce qu'il y a quand même moins cher, quoi. Bon, je reprends. À Tokyo, donc, si votre budget ne permet pas d'aller au-delà de 500 € par mois, vous avez tout un ensemble de solutions, allant des auberges de jeunesse au share house. Ah ouais, 500 € pour faire de la coloc. Ah bah attends. Et pour rappel, à Bali, pour 500 balles, tu peux trouver des villas privées, parfois avec piscine. En Thaïlande ou au Vietnam, tu peux trouver genre des apparts au-dessus de 50 mètres carrés dans des immeubles pas mal, avec plein d'équipements, hein, même des piscines des fois. Ok, c'est vrai que si tu veux plutôt monter de gamme, il faut aller plutôt dans les 1000 €, mais on compare pas la même chose, quoi. Oui, je sais. Et d'ailleurs, pour 1000 €, hein, justement, à Tokyo, tu vas plutôt viser des studios ou une pièce de 20 mètres carrés. En général, c'est pas forcément très moderne, mais déjà, c'est quand même plus intime qu'une share house. Ah, sinon, il y a le choix aussi, hein, on peut s'excentrer vers Shiba ou Saitama. Hein. Ah ok, d'accord, mais c'est quand même un peu particulier. Si tu veux venir à Tokyo tous les jours, bah, ça va te coûter super cher. Oui, Tokyo, ça se mérite. Et encore, hein, si tu as besoin d'une surface à partir de 40-50 mètres carrés, il va falloir commencer à taper dans un budget entre 2 et 3 000 € par mois. Le digital nomade. Alors, petite parenthèse quand même. Oui, le logement est très cher, mais c'est aussi parce qu'en tant qu'étranger, on a accès uniquement à une sous-partie très restreinte des offres. Alors en fait, il y a des offres moins chères, hein, tous les Tokyoïtes ils payent pas ces montants, mais c'est pas vraiment accessible aux étrangers. Bon, déjà parce que pour une durée courte, on recherche plutôt des locations meublées, ce qui limite déjà pas mal l'offre. Je sais pas ce qu'il en est en France, mais c'est pas forcément fréquent ici. Puis la grande majorité du temps, on n'a pas accès à la location traditionnelle, parce que les baux de location, ils sont souvent sur 2 ans, et que bah, nous, on peut pas garantir ça, parce qu'on va peut-être nous demander des garants, ce qui est compliqué à trouver ici, et puis parce qu'il y a beaucoup d'immeubles où ils acceptent pas les étrangers, tout simplement. Quoi? Ouais, je sais. C'est bizarre, mais effectivement, ce genre de discrimination est totalement légal au Japon. T'inquiète, on va en reparler tout à l'heure. Bon, par contre, si on continue sur le coût de la vie, il faut peut-être qu'on parle de la nourriture et des transports, parce que là, pour le coup, c'est pas mal le Japon, non? Enfin, je sais pas, on peut se nourrir pour 2 € par repas. T'as mieux au Vietnam? Bref, déjà, oui, au Vietnam, tu peux bouffer hein, pour 2 € dans la rue. Puis bon, au Japon, t'es bien gentil, mais pour ce prix-là, c'est uniquement dans les combini. Alors, ok, ça dépanne, mais tu peux pas te nourrir toute ta vie au combini. Ou alors, on appelle ça une dépression. Hein. Ouais, mais t'as aussi des bento au supermarché, genre entre 3 et 7 €. Ouais, mais en vrai, pour ce prix-là, autant sortir. Hein. T'as des restos entre 5 et 10 €, et c'est quand même bien meilleur, et t'as un service de restaurant. Donc, bon, en vrai, pour le coup, au Vietnam, c'est un peu moins cher, mais c'est pas non plus si éloigné que ça, en vrai. 5-10 €, c'est ce que tu pourrais trouver. Oui, c'est à peu près similaire. Mais après, c'est pisé comme partout. Hein. Si on a envie de manger mieux, bah, il suffit de mettre plus de budget. Mais globalement, on peut s'en sortir très très bien sur le Japon. C'est peut-être un peu plus cher en moyenne que le Vietnam, mais c'est quand même largement plus abordable qu'en France. Ah bah là, ça c'est sûr. Hein. Bon, par contre, c'est que moi peut-être, mais la bouffe à Tokyo, moi je commence à me lasser. Attends, c'est pas toi qui disais que t'adorais la bouffe japonaise? Alors oui, c'est vrai, j'aime beaucoup, mais tous les jours, c'est un peu dur. Moi, les légumes, ça me manque, genre les aubergines, les poivrons, les tomates, les courgettes. J'en ai franchement marre des tubercules. Et puis alors les fromages, j'en parle pas. Il y en a ici, mais ils ont pas de goût, quoi. Non, mais, ok, c'est pas faux. Bon, après, c'est quand même possible de trouver presque tout à Tokyo. Enfin, il y a plein d'épiceries d'absolument n'importe quoi, des légumes, des fruits, du saumon fumé, du tarama, du pastis, on en a trouvé quand même. Donc ça se fait. Non mais t'as raison, mais ça coûte une blinde. Ça demande du temps hein, de se déplacer dans toutes les épiceries dont tu parles. Puis quand je dis que ça coûte une blinde, je veux dire, le raisin, la grappe de raisin à 10 €. On dit la France c'est le pays du luxe, bah viens acheter des fruits ici. Alors je vous coupe un peu, on va parler chiffres. On entend un peu de tout hein, sur l'alimentation au supermarché, parce que parfois ce serait plus cher de 20% par rapport à la France, parfois ce serait moins cher. Mais en fait, c'est vrai que manger à l'européenne au Japon, c'est pas donné. Si on essaie de remplir le même caddie ici, ce sera plus cher. Mais la bouffe, bah, c'est culturel. Enfin, nos habitudes alimentaires sont culturelles. Et si on se met à changer nos habitudes, c'est-à-dire que si on s'adapte vraiment à ce qui se mange ici, bah, ça devient beaucoup plus abordable. Donc il faut manger japonais au Japon. Et
Au pire, on pourrait mettre un petit extra de temps en temps, mais ça se trouve. Ah, bonjour les petits déjeunatos. J'ai essayé, hein, je déconseille. Et même en prenant plus de produits locaux ici, j'ai quand même l'impression qu'il y a une douille, parce que toutes les portions sont plus petites. J'ai toujours l'impression d'avoir genre les échantillons qui sont distribués gratos en France. Enfin, je sais pas, mais tous les gens qui font que de faire des vidéos sur pourquoi les Japonais, ils ont la forme, faut pas chercher loin, hein. J'ai trouvé, hein, c'est la taille des portions. Hein. Oui, bon, ça peut te rendre service, hein. Sérieux, on en est là. Alors oui, d'ailleurs, puisque tu parles de ça, ça fait une super transition avec le sujet suivant. Une autre raison pour laquelle les Japonais sont plutôt en forme, c'est les transports. Le réseau de transport est parmi les plus denses du monde. Les 3 plus grandes gares du monde sont à Tokyo. Et globalement, la ville est plutôt une ville de piétons plutôt qu'une ville de voitures. Donc on marche beaucoup ici. Ok, on va peut-être arrêter de parler de poids. Bon, par contre, pourquoi tu disais que les transports c'était abordable? C'est pas l'impression que j'ai quand je regarde mon compte en banque. Hein. Ouais, parce que nous, on bouge beaucoup. Enfin, et le prix ici, il varie en fonction de la distance. Donc quand on va, je sais pas, à Odaiba ou à Kamakura, forcément c'est plus cher. Mais pour faire la même distance à Paris, ce serait pas non plus un ticket de métro. Hein. Kamakura, c'est 76 km. Alors, en fait, moi je mets quand même les transports dans la catégorie pas cher, parce que si tu fais juste des petits trajets dans le centre de Tokyo, franchement ça va. Et surtout que, au final, du coup, t'as pas besoin de voiture. Ouais, je vois pas le rapport. Ce que je veux dire, c'est que comme le réseau de train ici est super dense, tu peux aller partout pour globalement moins cher qu'en France. Donc le fait que tout soit pensé pour pas utiliser une voiture ou un scoot, avec un service qui marche globalement quasi 100% du temps, on peut difficilement se plaindre du prix. C'est pas cher si tu considères tout ce que ça te permet de faire et aussi tout ce que ça remplace. Non mais t'as raison, enfin, sauf si justement tu choisis d'habiter à Shiba pour bosser à Shinjuku. Globalement, c'est vrai, ça va. Bon, par contre, ce serait pas mal qu'on reparle de l'affluence dans les rames. Hein. Oui, t'inquiète, c'est prévu, mais déjà on va faire un petit récap avec des chiffres. Si je considère la bouffe, les transports et même les sorties au restaurant ou les loisirs, en moyenne, alors ça concerne que moi, hein, c'est mes chiffres à moi, pour ma part, je dépense environ 40% de moins qu'en France, à Lyon. Donc ça reste intéressant, mais évidemment moins que, j'imagine, dans plein d'autres pays en Asie. Ouais, c'est surtout le logement qui flingue tout, quoi. Oui, justement, je voulais en parler parce que je regardais sur internet là, mais il y a des alternatives à Tokyo. Par exemple, Fukuoka. Bon, ok. Il y a un vrai hub technologique là-bas. Je connais pas l'endroit, hein, mais il paraît que c'est sympa. Il y a une communauté de digital nomades qui a l'air assez importante et le logement coûte 50% moins cher environ. Donc là, trouver un logement de 40 à 50 mètres carrés à partir de 1000 € par mois, ça a l'air d'être faisable. Évidemment, toujours avec les mêmes contraintes. En tant qu'étranger, il y a moins de choix, etc., mais c'est faisable. Donc, ok, c'est un peu plus cher que le reste de l'Asie, mais moi, quand même, j'ai une question. Est-ce que c'est le seul critère? C'est-à-dire? Ah ouais, mais c'est cool hein, de bouffer au resto à 2 € dans la rue, ou je sais pas, de profiter d'un appartement avec piscine pour le prix peut-être d'un 7 mètres carrés à Paris. Mais j'imagine qu'on veut aussi tous éviter, c'est pas, de se choper la gastro à chaque fois qu'on bouffe à l'extérieur, ou de se faire agresser la nuit parce qu'on est rentré tard. J'imagine aussi qu'on souhaite tous avoir, je sais pas, un accès à des soins qui soient quand même de qualité, une offre culturelle, un internet de qualité aussi. Bref, le coût de la vie, c'est une chose, mais le confort moderne, la sécurité, la santé, ça joue aussi, donc il y a quand même d'autres critères. Oui, c'est sûr. Alors, oui, et sur ce point-là, le Japon, c'est pas mal. Hein. Le Japon, c'est même devenu un cliché hein, sur Internet, c'est répété partout, mais c'est vrai, c'est très safe, très propre. Le système de soins, il est de qualité. Internet aussi est de bonne qualité, même si, contrairement à Séoul, il n'y a pas de Wi-Fi gratuit sur toute la ville. Mais voilà, ça marche très bien. Bon, l'offre culturelle, j'en parle même pas. Le Japon, c'est un pays de culture, donc côté shopping, activités, etc. Tokyo, c'est une sorte de parc d'attractions géant, avec des boutiques de partout, des festivals une bonne partie de l'année, des musées, des temples. La mode, elle est sympa, on peut trouver plein de trucs cool et pas trop chers. Ouais, carrément. J'ai acheté plus de fringues ici que, je sais pas, en 10 ans à Lyon, quoi. Et c'est très facile de bouger à la plage ou à la montagne en 1 ou 2 heures de train. Enfin, ce que j'appelle un train, c'est presque l'équivalent d'un RER à Paris, quoi. Ouais, alors, si on creuse un peu et que je veux être chafouin, tout n'est pas rose, hein, quand même. Ouais, j'imagine, tu penses à quoi? Déjà, l'été à Tokyo, c'est rude, quoi. La canicule à Lyon, je connaissais, mais t'as l'impression qu'ici, ça joue dans un autre championnat. Alors oui, parce que ici, c'est canicule plus humidité au-dessus des 70%, donc tu te retrouves assez vite en sueur, et en plus, globalement, les isolations dans les maisons sont assez mauvaises. Parce que ils vont préférer se concentrer ici sur les normes sismiques plutôt que sur les normes d'isolation. Enfin, tu parlais du Vietnam et de la Thaïlande tout à l'heure. En termes d'humidité, ça se pose là, quoi. Ouais, non, mais t'as raison. Je peux pas dire l'inverse. Hein. Pour le coup, c'est dur, mais la saison chaude là-bas, c'est encore pire. Et quand c'est pas la saison chaude, c'est la mousson. Donc, ouais, avantage Japon quand même. Par contre, et là tu pourras pas me contredire,
Tokyo, 35 millions d'habitants, clairement, ça se ressent. J'ai l'impression de passer mon temps à piétiner dans des files d'attente. La plupart des cafés à thème, c'est sur réservation. L'expérience du métro en heure de pointe, je t'avais dit que j'en reparlerai. Hein. C'est l'équivalent du RER A, genre un jour de grève où il n'y a plus qu'un train sur 3. Voilà, histoire que tout le monde ait la comparaison. Donc sortir le week-end, dans de bonnes conditions, c'est sportif. Non mais je peux pas dire l'inverse, c'est vrai. Mais en fait, c'est un pays où il faut justement profiter du statut de digital nomade parce que, en principe, tu bosses en horaire décalé. C'est le concept, tu bosses souvent pour des clients qui sont en France, par exemple. Donc, tu peux éviter les horaires de pointe dans les transports, bah, fais-le. Tu peux sortir la semaine pour éviter les week-ends, pareil, fais-le. En vrai, t'as un super pouvoir, il faut en profiter, quoi. Ouais, bon, c'est vrai. Après, et puis de toute façon, avant que tu m'en parles, c'est sûr que je vais pas la ramener avec Bangkok, 17 millions d'habitants dans la zone urbaine, des embouteillages parmi les plus balèzes du monde. Bon, maintenant, je voudrais bien qu'on revienne sur un truc là. Tout à l'heure, tu as parlé de certains logements qui étaient interdits aux étrangers. Est-ce que ça voudrait dire que le pays est un peu raciste? Bah, c'est compliqué de répondre à cette question. Oui, forcément, le Japon n'échappe pas au racisme comme tous les autres pays. En général, ça va quand même toucher plutôt les personnes venant d'Asie du Sud, donc Philippines, Vietnam, Corée, évidemment. Quand on est blanc, globalement, on va dire que ça passe. Mais on sera toujours un étranger. Et pour un étranger, bah, ça reste très dur de s'intégrer ici. Ouais, ça m'est même arrivé de me faire refouler dans les restos alors qu'il y avait de la place. Hein. Alors, oui, parfois j'entends que c'est pour éviter d'être dans des situations un peu de gêne où on ne pourrait pas se comprendre. Mais bon, c'est un peu hypocrite, ça reste quand même un petit peu de la xénophobie, hein, on va pas se cacher. Même si c'est vrai qu'il y a souvent une question de différence culturelle, on ne se comprend pas toujours, on ne sait pas non plus ce qu'on est censé attendre de l'autre dans telle ou telle situation. Donc, cette gêne, elle existe. Maintenant, il y a aussi pas mal de gens qui passent outre et qui sont capables de s'adapter, et globalement, ça se passe bien. Moi, dans l'ensemble, je me suis pas senti vraiment de côté, hein. J'ai plein de super contacts avec les Japonais, quand même la majorité des interactions que j'ai, elles sont plutôt pas mal. Le vrai problème, c'est plutôt la langue qu'autre chose. Ah mais carrément, mais ça parle même pas anglais ici. Enfin, et pourtant, je suis pas le plus fort en anglais, mais même dans des lieux touristiques, genre le parc Universal à Osaka, tu vas au tax-free, donc c'est le machin où tu détaxes tes affaires, ça parle pas anglais. Il y a un peu erreur de casting là, non? Bon après, il y a quand même des gens qui parlent anglais, hein, ça arrive. Il y a des gens qui font des efforts, puis en plus on a des applications qui sont quand même correctes aujourd'hui en termes de traduction. Alors, bon, j'avoue, en japonais, des fois, t'as l'impression que ça te traduit des haïkus poétiques, mais normalement ça marche. Alors oui, c'est vrai. Bon, de façon générale, le modèle d'intégration ici est assez différent. Alors, c'est vrai que c'est très compliqué hein, de s'intégrer à la population, justement en partie à cause de la langue. Sur une période courte, ça peut passer, mais sur le long terme, il faut vraiment apprendre le japonais. Parce que quand on apprend le japonais, bah, c'est à ce moment-là qu'on découvre qu'il y a un pays à l'intérieur du pays. Mais ça demande des efforts qui sont rarement faits hein, pour un digital nomade qui serait venu ici pour s'installer pour quelques mois. Bon, dernier point après, je vous jure, j'arrête. Si on parle de confort de vie, moi je suis obligé de parler de la propension systématique du Japon à complexifier les choses. Ça va de la façon de trier les déchets, aux formulaires administratifs, en passant par les applications de billetterie en ligne. Pour l'anecdote, il n'y a pas longtemps, j'ai lu un truc, j'ai entendu que plusieurs pays avaient laissé tomber le fait de créer des pavillons pour l'Expo universelle d'Osaka parce que les formulaires d'inscription étaient trop compliqués. Et je suis pas surpris, hein. Alors si vous êtes ici pour genre 3 mois de tourisme, c'est pas bien grave, mais dès qu'on commence à passer du temps, ouais, là on se fade un peu rapidement la complexité naturelle de l'administration, des banques, des sociétés de téléphonie, ça va un moment quoi. Ouais mais t'as raison, et en même temps, je crois que le jeu, tu vois, de mettre des bons points et des mauvais points comme ça, c'est un peu stérile au final. Ce dont on se rend compte avec tout ça, c'est que tous les pays sont différents. Il n'y a pas de monde parfait dans lequel on pourrait copier-coller tout ce qui nous plaît de chaque pays. C'est pas le pays qui doit s'adapter, c'est nous qui devons apprendre. Le sujet, il est avant tout personnel. C'est personnel parce que ça repose sur notre capacité à s'ouvrir, à s'adapter à une culture, ce qui suppose de la comprendre déjà. Un pays, ça se construit avec des contraintes. Alors oui, le Japon c'est complexe, mais c'est sur cette complexité que s'est construit aussi son harmonie. Alors oui, le Japon c'est aussi un pays qui est relativement fermé, mais c'est sur cette isolation que s'est construit aussi une culture unique au monde. Et oui, le Japon est plutôt exigeant, hein, c'est un pays exigeant individuellement sur le tri des déchets, sur le respect des règles, mais c'est cette exigence collective qui en fait un pays sûr et propre. Alors c'est sûr que c'est un pays qui est moins facile à intégrer, et c'est peut-être pour cette raison-là en particulier, bien au-delà du coût de la vie, que ce pays apparaît souvent comme pas tellement adapté aux digital nomades. Parce qu'on peut pas juste rentrer dans le pays comme on rentrerait dans un magasin Ikea, genre tu consommes la culture que tu as vue à la télé ou sur YouTube et tu repars et c'est fini quoi. Parce qu'en fait, ici, il y a une grande partie de la culture qui est accessible, mais une grande partie aussi qui est cachée. C'est un pays où il faut
constamment faire des efforts, et donc c'est pour toutes ces raisons-là que c'est pas la destination préférée de certains digital nomades. Et tu le vois d'ailleurs, t'as une population qui vient de temps en temps ici sur un mois, et puis t'en as une autre qui vit là depuis plusieurs années, et qui se voit pas repartir. Mais le petit truc en mode casual, où tu viens sur des périodes de 6 mois, 1 an, c'est pas ici que tu pourras le faire. Donc il n'y a pas de jugement de valeur de ma part, chacun a des objectifs différents. C'est profond ce que tu dis. Ouais, mais en même temps, parler des digital nomades, je vous avais dit au début, hein, ce serait un peu qu'un prétexte. Bon allez, à plus. Non mais des fois t'es quand même d'accord qu'ils aiment bien se complexifier la vie quand même. Ouais mais carrément, mais d'une force.